En quelques mois, un pays longtemps sous tutelle a brisé un demi-siècle d'automatisme diplomatique. La rupture fulgurante avec les anciennes puissances, suivie d'un réalignement immédiat vers Cuba et le Venezuela, a renversé un ordre que l'on croyait immuable. Que signifie pour vous un geste aussi tranchant porté par Ibrahim Traoré dans un Sahel déjà sous tension? Un horizon bascule et le tempo change. Cette histoire promet plus qu'un simple changement d'alliance. Elle dévoile les conditions réelles d'une souveraineté construite, pas proclamée. La promesse centrale tient en 10 mots précis: reprendre contrôle, secteur par secteur, sans tuteur extérieur. Mais derrière cette ambition se loge un risque brut, presque mécanique. Chaque rupture ouvre un vide, et chaque vide doit être comblé par des capacités nationales encore fragiles. Le pari du Burkina Faso se joue donc sur une ligne étroite où l'autonomie technique, financière et militaire doit avancer plus vite que les pressions venues d'Europe ou de Washington. Si cette dynamique s'enraye, la transition pourrait se transformer en spirale de contraintes. Si elle s'accélère, elle deviendra un précédent continental. Et c'est là que se trouve le nœud dramatique. La réussite ne dépend pas seulement des accords annoncés, mais de la cohérence interne capable de suivre ce nouvel élan. Un pays peut-il réapprendre à fonctionner selon ses propres règles sans vaciller? La réponse commence ici. Et elle ne laissera personne indifférent. Mini Reveal. En 2020, un partenariat militaire et technique scellé avec Cuba et le Venezuela a fait basculer la trajectoire du Burkina Faso en moins de 12 mois. Deux chiffres résument le choc initial: 100 médecins cubains déployés et un premier contingent d'ingénieurs vénézuéliens arrivés pour rénover les infrastructures énergétiques. Ce débrayage géopolitique porté par Ibrahim Traoré n'a rien d'un geste isolé. Il s'inscrit dans une séquence précise où chaque décision rompt avec un demi-siècle de dépendance. Pendant plus de 50 ans, l'ex-Haute-Volta a évolué dans un environnement structuré par les missions militaires françaises, les programmes du FMI et l'ancrage des grandes entreprises extractives européennes. Jusqu'en 2022, plus de 70% de l'aide extérieure provenait encore d'institutions occidentales. Maintenant, une architecture où la sécurité, la monnaie et la diplomatie restaient fortement arrimées à l'extérieur. À partir de 2023, la logique a commencé à se renverser. De manière progressive mais méthodique, l'équipe de Traoré a privilégié les alliances sans condition, misant sur le respect mutuel plutôt que sur la tutelle financière. C'est cette bascule, discrète du dehors, évidente de l'intérieur, qui a ouvert la voie aux accords stratégiques signés avec la Havane et Caracas. Pour la première fois, un État sahélien s'écarter ouvertement de l'orbite européenne afin de rejoindre un axe sud-sud fondé sur l'autonomie technologique, l'assistance médicale et la formation militaire. Les premiers effets concrets se sont vus sur le terrain: hôpitaux provinciaux renforcés, diagnostics énergétiques lancés, nouvelles unités solaires planifiées. Parallèlement, un discours circulant dans les universités et les médias nationaux commençait à parler d'une seconde indépendance, signe qu'un imaginaire collectif changeait aussi vite que les institutions. Reste un élément fondamental: ce mini-réalignement ne repose pas uniquement sur des symboles. Il installe un nouveau cadre décisionnel où chaque choix extérieur doit désormais avoir un équivalent national afin d'éviter le retour au cycle de dépendance. C'est cette méthode, et non le geste spectaculaire, qui détermine la portée réelle du tournant orchestré par Ibrahim Traoré. Au cœur de cette transition accélérée, une figure revient dans tous les récits de terrain, celle du cadre local qui devient l'interface du changement. Ces hommes et ces femmes,
ingénieurs, médecins, responsables de district ou formateurs civils incarnent la traduction concrète d'accords signés loin des projecteurs. Leur rôle n'est pas de commenter les ruptures diplomatiques, mais de convertir chaque coopération en résultats mesurables, souvent dans des conditions techniques limitées. Dans un hôpital provincial, une chef de service raconte comment l'arrivée des équipes cubaines a immédiatement modifié la dynamique interne. Partage de protocoles, formation accélérée, rotation optimisée pour réduire les transferts vers la capitale. Dans un autre registre, un ingénieur burkinabé explique comment les diagnostics menés avec les techniciens vénézuéliens ont permis de repérer des pertes énergétiques ignorées depuis des années. Ces micro-cas ne sont pas des anecdotes. Ils montrent la bascule d'un système longtemps dépendant de consultants extérieurs vers une chaîne d'apprentissage partagée. Cette génération de guides techniques est la clef du modèle naissant. Ils absorbent, adaptent et retransmettent. Ils deviennent les premiers garants d'une autonomie réelle, car sans eux, les accords resteraient des déclarations. Leur travail révèle un point crucial. La souveraineté ne se manifeste pas seulement dans les sommets, mais dans la manière dont les institutions locales se réorganisent autour de nouveaux standards. Et c'est précisément ici que le so what se joue. La réussite de cette trajectoire dépend moins des alliances que de la capacité du pays à transformer l'assistance en compétences durables. Tout commence par un geste net, presque chirurgical. En février 2023, le Burkina Faso met fin à l'accord militaire qui l'attachait depuis des décennies aux forces françaises. C'est l'instant de Kichwat, une rupture assumée, rapide, sans ambiguïté, un signal qui traverse la région comme une onde de choc. Les chancelleries occidentales cherchent la logique, les capitales voisines observent en silence. Mais dans les rues d'Ouagadougou, la nouvelle circule comme une étincelle. Quelque chose vient de se déverrouiller. Avril 2023 marque la deuxième impulsion. Les partenariats économiques signés sous les précédents régimes sont révisés un à un. Des contrats jugés structurellement contraignants sont suspendus, renégociés ou tout simplement abandonnés. La manœuvre paraît brutale, mais elle suit un schéma clair. Redéfinir chaque dépendance avant d'en reconstruire une nouvelle. Les équipes ministérielles, souvent réduites, travaillent en rotation pour anticiper les conséquences budgétaires. C'est un moment tendu, sans marge d'erreur. Août 2023 ouvre la scène à un acteur inattendu. Cuba. Un premier contingent de médecins, formateurs et techniciens s'arrive à Ouagadougou. L'accueil est sobre, presque discret, mais l'effet est immédiat. Les hôpitaux de province reçoivent des spécialistes qu'ils n'avaient jamais vus. Les protocoles les changent. Les services respirent. Et l'idée circule. L'expertise peut venir d'ailleurs que des bailleurs traditionnels. Octobre 2023 ajoute la pièce qui manquait au puzzle, la délégation vénézuélienne. Ingénierie, énergie, prospection minière. Une coopération pensée pour fonctionner sans conditions politiques. Là encore, l'annonce n'est pas spectaculaire, c'est l'attente qui l'est. Le pays, enclavé et constamment sous pression énergétique, voit dans ce partenariat une brèche possible vers l'autonomie. L'année 2020 transforme ces séquences en Keotrao, accord de défense, création d'un institut bilatéral de formation militaire, lancement d'un fonds commun pour la recherche médicale. Les observateurs extérieurs tentent d'y voir une manœuvre idéologique. Pourtant, le schéma reste pragmatique. Diversifier les leviers, réduire les vulnérabilités, stabiliser les secteurs cruciaux. Et derrière ces décisions se dessine une cohérence inattendue. Chaque nouvelle alliance correspond à un besoin interne identifié. C'est ici que Ibrahim Traoré s'impose comme le constructeur du tempo.
Son discours reste sobre, mais son organisation est méthodique. Chaque franc économisé doit servir une chaîne locale. Chaque coopération doit accélérer un transfert de compétences. Chaque risque doit être assumé publiquement. Cette franchise surprend autant qu'elle mobilise. Dans un pays où l'âge médian est inférieur à 20 ans, l'idée de seconde indépendance devient un moteur psychologique. Mais chaque Cao Trao a sa deux champs. La réorientation entraîne des secousses brutales, chute des subventions européennes, ralentissement des transferts internationaux, perte de 5% de la valeur monétaire face au franc CFA. Les investisseurs occidentaux se retirent, prudents, voire irrités. On attend des manifestations, des ruptures d'approvisionnement, des tensions locales. Elles ne viennent pas. À la place, des foules rassemblées sous des banderoles appelant à la souveraineté. Des marchés où l'on discute de stratégie nationale comme on commenterait un match. Des universités où les étudiants débattent des risques autant que des opportunités. La société ne panique pas, elle se repositionne. Une atmosphère de pari collectif se forme, presque organique. Dans cette séquence continue, l'essentiel devient visible. Le Burkina Faso ne subit plus son agenda. Il l'écrit. Et si la transition reste incertaine, elle possède désormais une dynamique interne, un mouvement que même les secousses extérieures ne semblent plus capables d'arrêter. Le premier baseline delta apparaît dans la dépendance financière internationale. En 2022, 72% de l'aide extérieure provenait d'institutions occidentales, alors qu'elle ne représente plus que 41% fin 2024. Cette chute de 31 points en 2 ans illustre un déplacement structurel mesurable. La dynamique est nette, le financement se déplace vers des partenariats techniques latino-américains aux conditions plus flexibles. Les négociateurs burkinabés expliquent que cette redistribution ouvre une marge de manœuvre budgétaire nouvelle, car les engagements sont moins corrélés aux obligations macroéconomiques traditionnelles. En conséquence, la planification publique peut intégrer des priorités locales jusque-là écarté par les restrictions imposées par les bailleurs européens. Le delta n'est donc pas une simple statistique. Il marque un repositionnement du pouvoir décisionnel au sein de l'appareil économique. Deuxième pivot quantifiable, la hausse de 18% de la production énergétique nationale grâce à l'appui vénézuélien. Ce pourcentage reflète l'effet combiné de la remise en état des centrales et des unités solaires communautaires. Le ministère de l'Énergie précise que cette amélioration réduit la dépendance aux importations coûteuses. Pour un pays où les réseaux sont fragiles, cette progression offre une respiration technique immédiate. La réduction des coûts de maintenance, évaluée à 12%, renforce cette dynamique. Cette économie permet de réaffecter des ressources vers des secteurs jusqu'ici sous-financés, comme l'entretien du réseau rural ou la formation des techniciens locaux. Ainsi, le delta énergétique devient un multiplicateur de stabilité institutionnelle, car il réduit les risques de rupture sur les infrastructures essentielles. La coopération se transforme en levier de réorganisation interne plutôt qu'en simple apport technologique extérieur. Troisième ancrage chiffré. La progression de 28% des indicateurs de couverture médicale depuis l'arrivée des équipes cubaines. Cette hausse résulte de la mobilisation de plus de 150 professionnels déployés dans 22 provinces. Les hôpitaux régionaux enregistrent une baisse des transferts vers la capitale, preuve que la prise en charge locale s'améliore réellement. Les programmes de formation menés en parallèle ont déjà permis de préparer plusieurs centaines d'infirmiers supplémentaires. Ce renforcement structurel modifie l'équilibre historique du système de santé, qui dépendait lourdement des ONG et des missions étrangères. La logique baseline delta s'y lie clairement, d'un modèle sous-capacitaire à un modèle qui commence à consolider ses propres ressources humaines.
Cette évolution n'annule pas les fragilités, mais elle réinstalle une progressivité interne jusque-là absente, nécessaire à la construction d'une souveraineté durable. Au-delà des trois métriques centrales, un mouvement transversal apparaît. Les deltas se cumulent. La baisse de la dépendance financière libère des fonds. La hausse de la production énergétique réduit les vulnérabilités. L'expansion de la capacité médicale crée une résilience sociale immédiate. En combinant ces dynamiques, le pays passe d'une économie sous perfusion à une économie qui tente de respirer seule. Ce n'est pas encore une transformation achevée, mais un tournant méthodique où chaque progrès s'appuie sur un précédent. L'enjeu n'est plus de démontrer la faisabilité de la rupture, mais de prouver qu'un modèle cohérent peut s'installer dans la durée. Et c'est cette cohérence progressive, mesurée en pourcentage et en gain d'autonomie, qui dessine les contours d'une trajectoire nouvelle pour le Burkina Faso. Les détracteurs du projet burkinabé avancent en un argument simple et direct. Rompre avec les institutions occidentales revient à fragiliser un pays déjà vulnérable, dont près de la moitié du budget public dépendait historiquement de l'aide internationale. Selon eux, aucune alliance avec Cuba ou le Venezuela, nations confrontées à leurs propres contraintes économiques, ne pourrait remplacer la puissance financière des bailleurs européens. Leur thèse centrale repose sur un principe prudentiel. La stabilité nécessite un minimum de dépendance assumée, car l'autonomie totale serait trop coûteuse pour une économie encore fragile. La rupture serait alors moins un acte souverain qu'un saut dans l'incertitude. Le deuxième argument sceptique insiste sur l'isolement diplomatique possible. En s'éloignant des partenaires historiques, le Burkina Faso risquerait l'érosion des investissements étrangers, la contraction des transferts internationaux et la dégradation progressive de la monnaie. Dans ce scénario, la souveraineté deviendrait un luxe difficile à financer et la population paierait le prix de choix idéologiques. Le raisonnement se veut pragmatique. Aucune nation enclavée, avec des infrastructures limitées et un contexte sécuritaire tendu, ne peut affronter seule un choc économique prolongé. Face à ce bloc critique, les défenseurs du projet répliquent avec une architecture argumentaire fondée sur les données observées depuis 2023. Ils rappellent d'abord que les décennies de dépendance prolongée n'ont jamais produit la prospérité promise. Malgré des milliards d'euros injectés, le pays restait classé parmi les plus pauvres du monde. Pour eux, la véritable illusion n'est pas la rupture, mais la confiance placée dans un système d'aide circulaire où les prêts reviennent souvent sous forme de contrats pour les mêmes acteurs étrangers. Ils s'appuient aussi sur l'expérience cubaine. Malgré un embargo, l'île a maintenu une couverture sanitaire universelle, montrant qu'un autre type de résilience est possible, même en contexte contraint. L'argument souverainiste se précise alors. L'objectif n'est pas de remplacer une dépendance par une autre, mais de construire une marge d'autonomie progressive où chaque coopération sert de levier d'apprentissage national. Les accords avec Cuba et le Venezuela ne sont pas perçus comme des solutions définitives, mais comme des outils de transition vers un modèle où les compétences locales deviennent le véritable capital stratégique. Dans cette confrontation intellectuelle, une distinction émerge. La prudence protège le présent, la rupture prépare l'avenir. Le pivot se dévoile maintenant. À ce stade du mandat, Ibrahim Traoré introduit une inflexion moins visible que la rupture diplomatique, mais bien plus structurante, la réécriture silencieuse des mécanismes de décision. Au-delà des alliances avec Cuba et le Venezuela, un comité national d'autonomie stratégique est créé pour coordonner chaque transfert de technologie, chaque formation, chaque protocole importé. Son mandat est clair: rapatrier le pouvoir technique vers les cadres burkinabés. Dans les premières directives, un détail frappe les observateurs. Toutes les transmissions doivent se faire en français ou en mouré, sans intermédiaire étranger. Cette exigence administrative, perçue comme secondaire, devient
en réalité un marqueur politique. Elle transforme l'assistance extérieure en matière première pour la reconstruction interne. Elle impose une règle simple, rien ne doit sortir du pays sans être compris, absorbé et réapproprié. Dans ce nouveau cadre, la souveraineté cesse d'être un mot et devient une méthode. Le midpoint n'est donc pas un moment symbolique, mais une bascule logistique. Le Burkina Faso cesse d'importer des solutions et commence à importer des outils pour fabriquer ses propres solutions. Une ligne rouge se déplace, discrète mais décisive. Niveau national, NN. L'effet le plus immédiat se lit dans l'état psychologique du pays. Selon les enquêtes du Centre d'études sociales de Ouagadougou, 64% des Burkinabés déclaraient en 2024 ressentir une nouvelle fierté nationale. Les campagnes civiques diffusées en Mouré et en Dioula repositionnent l'autonomie au cœur du discours public, remplaçant l'idée d'aide par celle de responsabilité collective. Les jeunes diplômés, jadis orientés vers les ONG étrangères, se redirigent vers les institutions publiques, convaincus que la souveraineté ne se décrète pas mais se construit. L'influence d'Ibrahim Traoré y est décisive. Son approche méthodique, fondée sur la cohérence interne, sert de point d'ancrage à cette réorientation culturelle. Niveau économique, DN. Les effets se matérialisent rapidement dans les flux commerciaux. Les importations de produits manufacturés européens chutent de 22%, tandis que les échanges sud-sud, notamment avec Caracas, progressent de 37%. Le déficit énergétique, longtemps chronique, se réduit d'un tiers grâce aux projets supervisés par les ingénieurs vénézuéliens. Cette réduction traduit un mouvement structurel. L'économie commence à réorienter ses dépendances vers des partenaires moins conditionnels. Le ministère du Commerce note aussi que certaines chaînes d'approvisionnement locales se stabilisent car les équipements agricoles cubains subventionnés ont amélioré la production céréalière sur plusieurs campagnes successives. Le système ne gagne pas encore en abondance, mais il gagne en prévisibilité, un facteur déterminant pour une économie sous pression. Niveau diplomatique, ND. Le virage burkinabé inspire désormais plusieurs capitales ouest-africaines. Le Mali, le Niger et la Guinée ont envoyé des délégations pour étudier la méthode Traoré, convaincus que la réduction des dépendances financières peut renforcer la résilience sécuritaire régionale. En 2024, des accords de formation militaire commune sont signés à Bamako, consolidant un espace de coopération qui fonctionne en dehors des tutelles occidentales traditionnelles. Cette dynamique inquiète Paris et Bruxelles, qui voient se former une constellation sahélienne autonome. Pourtant, sur la scène continentale, elle renforce la voix collective de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Union africaine. Le pays, autrefois discret, devient ainsi un point de référence dans les débats sur la souveraineté. Niveau continental, régional, Kabavé. Le modèle burkinabé commence à circuler dans les think tanks panafricanistes. Au Kenya, au Ghana ou en Afrique du Sud, des centres de recherche analysent cette trajectoire comme une matrice d'indépendance appliquée, non théorique. Dans plusieurs universités, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît désormais dans des cours de politique comparée, aux côtés de figures comme Sankara ou Nkrumah. Cette reconnaissance ne repose pas sur une mythologie personnelle, mais sur la cohérence entre rupture diplomatique, apprentissage technique et recomposition institutionnelle. Elle traduit une mutation. La souveraineté n'est plus un slogan romantique, mais un protocole de gouvernance que d'autres pays envisagent d'adapter à leurs propres contraintes. À l'intersection de ces quatre niveaux, un constat se détache. La décision d'un pays de 22 millions d'habitants produit un effet domino bien au-delà de ses frontières.
La souveraineté cesse d'être un horizon abstrait. Elle devient un cas d'école que l'Afrique observe, discute et reconfigure. Scénario de base, 6-12 mois. Le Burkina Faso poursuit sa trajectoire actuelle en consolidant les partenariats déjà engagés. Les projets énergétiques supervisés par les ingénieurs vénézuéliens avancent selon le calendrier, sans accélération spectaculaire mais sans blocage majeur. Les exportations d'or et de coton se maintiennent sous des contrats révisés qui garantissent une meilleure marge au Trésor national. Les relations avec l'Union européenne restent minimales mais fonctionnelles, permettant au pays d'éviter une polarisation diplomatique excessive. Dans ce scénario, la croissance demeure modérée, autour de 2 ou 3%, tandis que l'inflation reste contenue grâce à une gestion serrée des réserves monétaires. La priorité devient la stabilisation interne, en veillant à ce que chaque nouveau mécanisme administratif, notamment ceux issus du Comité national d'autonomie stratégique, soit absorbé correctement par les institutions locales. Scénario optimiste. Les projets énergétiques atteignent leurs objectifs plus tôt que prévu, entraînant une hausse significative de la capacité électrique nationale. Les économies réalisées sur les importations pharmaceutiques grâce à l'autosuffisance médicale impulsée par les équipes cubaines permettent de réinvestir massivement dans la formation technique et les infrastructures provinciales. Le déficit commercial vis-à-vis de l'Europe se contracte davantage, tandis que les échanges sud-sud s'intensifient. Ce contexte encourage d'autres pays sahéliens à rejoindre une coopération régionale plus intégrée, renforçant la marge diplomatique du Burkina Faso. Dans cette configuration, la dépendance financière extérieure pourrait descendre sous le seuil de 25%, offrant au pays un véritable espace de planification autonome. Scénario critique. Les pressions économiques se durcissent. Retrait d'investisseurs, ralentissement des transferts internationaux, turbulences monétaires. Une baisse supplémentaire de la valeur de la monnaie fragilise les importations stratégiques, en particulier dans les zones minières où les contrats étrangers se contractent. Les tensions sociales augmentent, notamment autour des secteurs déjà fragiles comme l'éducation ou la santé rurale. Dans ce scénario, l'exécutif est forcé d'arbitrer entre cohérence idéologique et mesures d'urgence. La marge d'erreur devient extrêmement réduite. La capacité du pays à maintenir son agenda souverain dépend alors d'une gestion fine des ressources et d'une communication transparente pour éviter la perte de confiance interne. Recommandation de méthode. Plutôt que de prédire lequel de ces chemins prévaudra, l'enjeu pour le pays est d'adopter une lecture conditionnelle, identifier les déclencheurs, anticiper les zones de fragilité et ajuster les décisions sans rompre la cohérence stratégique. Pour beaucoup, cette trajectoire ne relève plus seulement de la politique. Elle touche à la manière dont chacun se projette dans son propre quotidien. Trois cercles d'impact se dessinent, révélant comment la transformation institutionnelle descend jusqu'aux expériences individuelles. Groupe A. Ceux qui travaillent dans le service public. Pour les enseignants, infirmiers, techniciens ou agents administratifs, la transition ouvre un nouveau rapport au métier. La réduction de la dépendance extérieure redonne du sens aux compétences locales. Ce ne sont plus des protocoles importés qui structurent leur travail, mais des dispositifs co-construits avec les partenaires cubains ou vénézuéliens. Cette revalorisation symbolique renforce la motivation dans un contexte souvent marqué par le manque de moyens. Elle crée une dynamique où les institutions ne sont plus perçues comme des relais d'instructions étrangères, mais comme des moteurs de souveraineté. Groupe B. Les jeunes en quête d'orientation. Dans un pays où l'âge médian reste inférieur à 20 ans, la question de l'avenir est omniprésente. Le virage actuel offre une nouvelle grammaire d'opportunités. Formation technique,
bourse sud-sud, liés à l'énergie, à la santé ou à l'ingénierie communautaire. Les récits médiatiques qui circulent autour de cette transition transmettent un message clair. L'autonomie n'est pas une idée abstraite, mais un espace dans lequel chacun peut construire quelque chose. Ce déplacement narratif change la manière dont la jeunesse s'imagine un rôle dans la société. Groupe C, les citoyens qui observent à distance. Même pour ceux qui ne participent pas directement aux nouvelles institutions, la transformation modifie les conversations quotidiennes. Les débats sur les choix économiques, sur les risques diplomatiques ou sur les bénéfices psychologiques de la souveraineté ne sont plus réservés aux experts. Chacun s'approprie les enjeux selon sa propre expérience. Prix du carburant, qualité des soins, stabilité des réseaux électriques. Cette appropriation diffuse crée un sentiment collectif d'implication, même silencieuse. À travers ces trois cercles, un fil apparaît, la souveraineté devient une pratique sociale, pas seulement un objectif politique. La méthode prend forme autour d'un principe central, transformer chaque alliance extérieure en mécanisme reproductible par les institutions locales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique se décline en 5 axes opérationnels conçus pour durer. 1. Institutionnaliser la souveraineté. Chaque ministère doit élaborer un plan d'autonomie sectorielle avec objectifs trimestriels vérifiables. Énergie produite localement, taux de couverture médicale, progression des formations techniques. Les tableaux de bord sont transmis au Comité national d'autonomie stratégique, chargé d'harmoniser les avancées. La mesure clé, la réduction progressive de la dépendance sur chaque segment. 2. Consolider la défense communautaire. Des brigades civiles, inspirées du modèle cubain, sont formées pour intervenir lors de crises locales, inondations, ruptures d'approvisionnement, tensions sécuritaires. Objectif d'ici 2026, réduire de 25% les interventions extérieures. L'indicateur principal repose sur la capacité de réaction des districts et sur leur autonomie en matériel. 3. Mutualiser les ressources régionales. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger structurent une alliance sahélienne souveraine visant à partager logistique, réserves d'énergie et formation militaire. Le calendrier prévoit des exercices conjoints chaque semestre. Le succès se mesure à la réduction des coûts de coordination et à la montée en compétences communes. 4. Former les compétences critiques. Cuba et le Venezuela accueillent chaque année 500 étudiants burkinabés dans les filières prioritaires: ingénierie, santé, agriculture durable. Le suivi repose sur un indicateur simple, le taux de réintégration institutionnelle des diplômés à leur retour. 5. Mesurer la résilience économique. Un observatoire indépendant de la souveraineté compile semestriellement les données financières, commerciales et énergétiques. Les rapports publics permettent de calibrer les politiques sans perdre la cohérence stratégique. À travers ces 5 leviers, la méthode se stabilise, construire une autonomie qui se mesure, s'ajuste et se transmet. Dans les dernières lignes de ce récit, une image revient, celle des guides techniques aperçus dans les hôpitaux, les centrales ou les bureaux provinciaux. Ce ne sont plus seulement des exécutants, ils incarnent la continuité silencieuse d'un pays qui réapprend à s'appuyer sur ses propres forces. Leur présence rappelle que la souveraineté n'est jamais un geste isolé, mais une somme de responsabilités tenues, même loin des projecteurs. Ibrahim Traoré, souvent mis en avant pour ses décisions abruptes, trouve ici un écho plus profond. Son pari ne vit réellement qu'à travers ses mains qui transforment les protocoles en pratiques, les alliances en compétences, les ambitions en structures. Là où la rupture diplomatique crée l'étincelle, ce sont ces femmes et ces hommes qui maintiennent la flamme patiemment, méthodiquement.
Et tandis que le pays avance entre incertitude et promesse, une conviction se renforce. La souveraineté n'est pas une verticalité, mais une chaîne où chaque maillon compte. La force d'un modèle n'apparaît jamais dans les discours les plus flamboyants, mais dans ces gestes discrets qui, répétés, finissent par changer le cours des choses. Une phrase suffit pour sceller ce moment. La dignité se construit au quotidien. Au terme de ce parcours, une idée se dessine. La souveraineté n'appartient pas seulement aux institutions, elle se nourrit aussi des gestes ordinaires qui circulent dans une société. Chaque discussion, chaque désaccord, chaque réflexion partagée contribue à tracer les contours d'un pays qui choisit d'avancer selon ses propres repères. Ce récit, issu d'un moment précis de l'histoire burkinabé, n'est pas un verdict, mais une invitation à élargir la conversation. Chacun peut y trouver une piste. Comprendre les enjeux, questionner les modèles, comparer les trajectoires ou simplement observer comment une nation réinvente ses priorités. Les transformations collectives commencent souvent par une curiosité individuelle. Et c'est dans cet espace que la réflexion s'enracine. Si cette analyse vous éclaire, si elle suscite un doute, une envie de creuser ou un point de friction, prenez un instant pour le partager. Les échanges construisent des perspectives que les récits solitaires ne peuvent pas produire.